Ma mère a ri le soir où ma maison a brûlé. Pas un rire nerveux, non, ni un rire choqué, un vrai sourire satisfait, alors que les flammes dévoraient mon petit duplex à East Austin. J'étais sur le trottoir, pieds nus, dans un t-shirt trop grand, tremblant encore à cause de l'alarme incendie, quand ma famille est arrivée, comme s'ils débarquaient à un spectacle. Je m'appelle Rachel Carter. J'ai 29 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de leur image de famille parfaite. J'étais simplement le personnage secondaire qu'ils pouvaient blâmer, quand les choses tournaient mal. Ma mère a regardé la fumée, a penché la tête, et a dit, d'un air presque joyeux, finalement, le karma a brûlé les ordures. Mon père a croisé les bras et a ajouté, tu te le laisses bien chercher. Certaines personnes sont tout simplement maudites. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils n'ont pas demandé si j'avais des chaussures, ou un endroit où dormir. Ils ont filmé. Ils ont pris des photos avec les camions de pompiers derrière eux, prenant des selfies comme si c'était une séance photo audacieuse, plaisantant sur les légendes et les hashtags, pendant que tout ce que je possédais se transformait en cendres noires. L'un d'eux a même dit, voilà ce qui arrive quand on s'éloigne de sa famille, comme si l'incendie était une leçon de morale qu'ils avaient commandée à l'univers. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je ne leur ai pas donné de scène à publier. J'ai simplement fixé le téléphone dans la main de ma mère, mémorisé le son de leur rire par-dessus le crépitement du bois, puis je me suis retourné, j'ai commandé un VTC, et je les ai laissés là, plantés avec leur contenu. 1 an plus tard, je suis revenu dans leur vie, sans flamme, sans essence, sans toucher une seule allumette, et j'ai quand même réussi à voir leur monde si soigneusement construit partir en fumée. Si vous voulez savoir comment la maudite est devenue la seule personne qui aurait pu les sauver, et pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire, restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai grandi dans la famille Carter, où tout était un tableau de score et où quelqu'un était toujours en représentation, même quand personne ne regardait. Ma mère, Diana, a bâti toute une marque en ligne en se présentant comme une mère parfaite et accessible, publiant des photos de cuisine impeccables et des dîners de famille du dimanche, comme si nous étions une sitcom qui ne connaissait jamais le désordre. Mon père, Patrick, dirigeait une petite entreprise de rénovation et aimait parler d'efforts et de responsabilités personnelles, le genre d'homme qui disait pas d'excuses tout en ignorant sa propre pile de factures non lues sur le comptoir. Ma sœur aînée, Sophie, vivait pour l'esthétique, organisant des mariages et des événements, postant des vidéos de toast au champagne et de guirlandes lumineuses, tout en écrivant des légendes sur la vie intentionnelle. Mon jeune frère, Evan, était constamment à la recherche du prochain raccourci vers le succès, revendant de l'électronique d'occasion, spéculant sur les crypto-monnaies, toujours à un grand coup de la réussite, et toujours à une mauvaise semaine de demander à quelqu'un de le tirer d'affaire. Dans leurs histoires, ils étaient tous les personnages principaux. Moi, j'étais celle qui, en coulisses, s'assurait que les comptes étaient justes. J'ai déménagé dès que j'ai pu, troquant leur maison de banlieue bondée contre un petit duplex à East Austin, où je pouvais m'entendre penser. Je travaillais dans les opérations financières pour une start-up technologique, ce qui est une façon élégante de dire que je passais mes journées à m'assurer que les autres ne mettaient pas le feu à leur argent. Ironiquement, le seul endroit où l'on traitait mes compétences comme si elles étaient jetables, c'était à la maison. Maman m'envoyait des captures d'écran de ses contrats de marque et disait, « Peux-tu juste jeter un œil ? C'est tellement ennuyeux. » Papa me tendait des reçus dans des sacs de courses et marmonnait, « Assure-toi juste que le fisc soit content, d'accord ?» Sophie me fourrait son ordinateur portable sous le nez, ouvert sur un budget de mariage, et se plaignait, « Ces chiffres me donnent mal à la tête. Peux-tu arranger ça pour que ça ait l'air mignon, mais pas terrifiant ?» Evan me spammait de textos disant, « Et, une petite question, qui n'était jamais petite et se terminait toujours par, je te rembourserai le mois prochain. » Je leur disais que ça ne me dérangeait pas d'aider, et au début, je le pensais. C'était agréable d'être utile, d'être la personne calme qui pouvait démêler le désordre. Mais ils n'ont jamais appris. Ils n'ont jamais essayé. Ils me traitaient comme une application qu'ils pouvaient ouvrir quand les choses se compliquaient, et fermer dès que c'était réglé. J'en ai eu marre d'oublier ce que j'avais fait, pour qui, et quand ils avaient promis de me rembourser, ou au moins de me dire merci. Alors, un soir, j'ai ouvert une nouvelle page Notion et je l'ai appelée bilan familial. Chaque fois que je corrigeais une déclaration de revenus pour mon père, je le notais. Chaque fois que je retravaillais un budget de mariage pour Sophie, je le notais. Chaque fois que je mettais en place un paiement automatique de facture ou un rappel médical pour ma mère, chaque fois que je suivais un prêt ou que je réorganisais une feuille de calcul pour Evan, je le notais. Non pas parce que je voulais leur envoyer une facture,
mais parce que j'avais besoin de la preuve que je n'étais pas folle de me sentir épuisée. Devant la caméra, nous étions les Carter, une famille forte et unie, poursuivant de grands rêves. Hors caméra, j'étais le filet de sécurité invisible sous le fil de tous les autres. Et la nuit où ma maison a brûlé et où ils ont ri, toutes ces petites faveurs ont soudainement cessé de paraître si petites. Le matin après l'incendie, je me suis réveillé dans un hôtel bon marché près de l'autoroute, fixant un plafond en crépi et essayant de me souvenir quelle partie de ma vie était encore réelle, et lesquelles s'étaient transformées en fumée. Mon téléphone a été la première chose que j'ai vérifiée, par habitude. Il n'y avait aucun appel manqué me demandant si j'allais bien, mais il y avait des notifications. Un texto d'Evan avec une photo floue de mon duplex incendié, encore bouclé par la police, avec une série d'émojis flammes en dessous et la légende « Home Sweet Home ». Une capture d'écran de la story Instagram de Sophie que quelqu'un m'a transmise, une table de brunch avec des mimosas et des toasts à l'avocat. Sa légende, certaines personnes brûlent les ponts et s'étonnent ensuite de ne plus avoir nulle part où aller. Le fil d'actualité de maman présentait un carrousel de photos d'une agréable soirée en famille la veille, comme si elle n'avait pas dit ce qu'elle avait dit, alors que ma maison était littéralement en train de brûler. Les commentaires étaient remplis de Gaul et de « j'adore cette famille ». J'ai dû poser mon téléphone, face contre la table de chevet, parce que j'ai cru que j'allais le jeter contre le mur. J'ai plutôt vérifié mes emails. Le rapport des pompiers, les formulaires de déclaration de sinistre, des choses froides, nécessaires, que je savais gérer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai commandé un mauvais café d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis passé en mode que j'utilisais toujours pour sauver les autres, calme, méthodique, détaché. J'ai téléchargé des photos, rempli des champs, joint des documents, envoyé des emails de suivi. Pendant que ma famille me pointait du doigt et riait sur les réseaux sociaux, c'est moi qui faisais le travail ennuyeux et adulte de reconstruction. Personne ne m'a offert un canapé. Personne ne m'a suggéré de venir rester chez eux jusqu'à ce que je me remette sur pied, pas même les personnes qui aimaient prêcher la famille d'abord devant la caméra. Un collègue de la start-up, quelqu'un avec qui j'avais seulement déjeuné une ou deux fois, a envoyé un simple texto, et « j'ai entendu parler de l'incendie. Si tu as besoin d'un endroit où dormir ou d'aide avec la paperasse, je suis là. » Je me suis senti plus vu par ce simple message que par toute ma lignée. En une semaine, l'expert en assurance avait fait avancer mon dossier. En 2 semaines, j'avais trouvé un petit studio à South Congress avec des murs fins et des planchers qui craquaient, mais une serrure et une porte dont personne dans ma famille n'avait la clé. Lors de ma première nuit là-bas, entouré de meubles empruntés et de boîtes qui sentaient légèrement la fumée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la page bilan familial. J'ai fait défiler des lignes et des lignes d'entrée, déclaration de revenus corrigée, budget reconstruit, prêt suivi, rappel programmé. Sous tout cela, j'ai ajouté une nouvelle section intitulée l'incendie. J'ai tout noté comme une entrée de registre, date, heure, ce qui a été perdu, ce qui a été dit. Maman, finalement, le karma a brûlé les ordures. Papa, tu te le laisses bien chercher. Certaines personnes sont tout simplement maudites. La famille a ri, a pris des photos, est partie. Sous aux notes, j'ai tapé, personne n'a offert d'aide. Reconstruit seul. Puis j'ai fixé l'écran et j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac plus que les flammes ne l'avaient fait. Si je listais tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans, et tout ce qu'ils avaient fait pour moi, la balance n'était pas seulement déséquilibrée, elle était complètement inversée. Ils agissaient comme si j'étais la maudite, le maillon faible, le problème. Mais sans moi, qui tenaient discrètement leurs finances, leurs emplois du temps et leurs projets, leur version du parfait ne durerait pas un mois. Cette pensée ne ressemblait pas encore à de la vengeance. C'était comme une graine, une question silencieuse qui germait au fond de mon esprit. S'ils pouvaient rester là et rire pendant que ma vie brûlait, pourquoi est-ce que je m'assurais toujours que la leur ne le fasse pas? Quelques mois après l'incendie, ma vie a commencé à retrouver une apparence normale en surface. J'avais mon minuscule studio à South Congress, une nouvelle routine, et une pile de nouvelles feuilles de calcul au travail qui n'avaient rien à voir avec ma famille. Mais ils ne sont pas restés silencieux longtemps. Un soir, notre conversation de groupe familial s'est animée avec un mème. Evan a publié une image d'une benne à ordures en feu avec des confettis photoshopés dessus, avec la légende, la pendaison de crémaillère de Rachel. Sophie a répondu avec des émojis qui pleurent de rire et a écrit « Fais attention, elle pourrait brûler le Wi-Fi la prochaine fois ». Ma mère a répondu « Ne soyez pas méchants », puis a ajouté « Rappelez-vous, on ne dit pas ça en public », comme si le seul vrai problème était le risque que quelqu'un fasse une capture d'écran.
Le jour de mon anniversaire, Sophie a envoyé un texto dans le groupe « Joyeux anniversaire, sœurette ». Pas de bougies cette année, hein, et a ajouté un GIF de gâteau avec des feux d'artifice qui explosent. Personne n'a demandé comment était mon nouvel appartement. Personne n'a demandé si je voulais aller dîner. Il traitait ce qui m'était arrivé comme une blague récurrente, quelque chose qu'il pouvait sortir chaque fois qu'une conversation avait besoin d'une chute. En même temps, il continuait à s'appuyer sur moi comme si rien n'avait changé. Mon père m'a transféré un email de son comptable avec pour objet urge, document manquant et a écrit « Peux-tu déchiffrer ça ? J'ai trop de chantiers en cours pour m'occuper de ces bêtises. » Sophie m'a envoyé un message séparé, joignant sa feuille de calcul de budget de mariage et disant « Cette organisatrice que j'ai engagée est inutile. Peux-tu nettoyer ça avant que je l'envoie au lieu de réception ? Je te revaudrai ça. » Evan m'a envoyé une photo de son solde de compte bancaire et de son application de crypto, demandant « Si je vends ça maintenant et que je rembourse cette carte, est-ce que j'aurai encore assez pour réapprovisionner le mois prochain ?» Maman a appelé un après-midi, la voix douce, « J'ai reçu cette lettre concernant mon assurance et des analyses de laboratoire. Peux-tu te connecter et t'en occuper ? Je déteste ces portails. Ils sont si déroutants. » C'était comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu dans leur esprit. J'étais toujours la calculatrice ambulante de la famille, l'organisatrice et la ligne d'urgence. La seule chose qui semblait différente, c'était moi. J'ai commencé à remarquer le schéma à chaque fois qu'il faisait appel à moi. Il ne disait jamais « s'il te plaît », jamais un merci, et ne demandait jamais si j'avais le temps. C'était une évidence. C'était une attente. Un dimanche, j'ai croisé ma mère à Whole Foods. Elle avait un chariot plein de produits bio et une caméra à la main, parlant dans son téléphone de se réinitialiser pour la semaine. Quand elle m'a vu, elle s'est illuminée comme si c'était une séance photo. « Rachel, tu devrais venir pour le dîner du dimanche », a-t-elle dit. Ça fait trop longtemps. Les abonnés n'arrêtent pas de demander pourquoi tu n'es jamais dans les vidéos. Je lui ai dit que j'étais occupé. Son sourire s'est effacé. Tu manques des souvenirs de famille, a-t-elle dit doucement, comme si mon absence était le problème, et non la façon dont il s'était tenu devant ma maison en feu et avait ri. Plus tard cette semaine-là, le fiancé de Sophie, Marc, m'a envoyé un message privé. Et, je sais qu'il plaisante beaucoup, a-t-il écrit. Et oui, ils sont allés trop loin le soir de l'incendie. Je ne défends pas ça, mais Sophie a vraiment besoin de ton aide pour les préparatifs du mariage. Elle est dépassée. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant ce tiraillement familier entre l'envie d'aider et celle de me protéger. J'ai envoyé à Sophie quelques corrections rapides sur sa feuille de calcul, puis j'ai enregistré le temps dans le bilan familial avec une nouvelle étiquette, après l'incendie. Plus je parcourais cette page, plus elle ressemblait à un miroir de la dynamique de notre famille. Ils m'appelaient la maudite, mais c'est moi qui maintenais leurs factures en ordre, leurs événements dans le budget, leurs soins de santé programmés et leurs activités secondaires à flot. Et maintenant, ils utilisaient ma pire nuit comme un mème, tout en s'attendant à ce que je les sauve de chaque détail ennuyeux qu'ils ne voulaient pas gérer. La blague commençait à être moins drôle, du moins pour moi. Pour eux, cependant, j'étais toujours la chute de la blague et le plan de secours, tout en un. Au premier anniversaire de l'incendie, j'ai réalisé que ma vie s'était scindée en deux chronologies. Il y avait avant l'incendie, où j'essayais encore de croire que ma famille serait là pour moi comme je l'avais toujours été pour eux. Et il y avait après l'incendie, où j'avais la preuve vidéo dans ma tête, d'eux souriant devant ma maison en feu comme si c'était un décor. Cet anniversaire s'est approché d'une manière que je n'attendais pas. Je n'avais pas prévu de le marquer. J'essayais juste de survivre à une autre semaine de travail et de plats à emporter bon marché dans mon petit studio. Puis Sophie a posté quelque chose sur Instagram qui m'a frappé comme une gifle. C'était une photo d'elle et d'Evan sur un bar en terrasse, l'horizon de la ville brillant derrière eux, avec la légende, un an que nous avons lâché l'énergie toxique et commencé à vivre pour de vrai. Certains ponts valent mieux être brûlés. Evan a commenté avec un emoji de feu. Ma mère a commenté, fière de notre croissance. Mon père a mis un pouce en l'air. Personne n'a dit mon nom, mais il n'en avait pas besoin. J'étais le pont. J'étais l'énergie toxique. Ils ont incendié ma vie, littéralement et métaphoriquement, et ont réussi à le transformer en une citation de développement personnel sur leur guérison. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone à la main, et j'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur fraîche. C'était de la clarté.
J'ai ouvert mon ordinateur portable, je suis allé sur Notion et j'ai cliqué sur bilan familial. La page a chargé un mur d'entrée s'étendant sur des années. En haut, j'avais les catégories habituelles, impôts de papa, santé de maman, mariage de Sophie, prêt d'Evan. En dessous, j'avais ajouté l'incendie il y a des mois, mais je n'avais pas vraiment regardé le reste dans son ensemble. Cette nuit-là, je l'ai fait. J'ai filtré par chaque nom. Pour mon père, il y avait des dizaines d'entrées, mise en place du suivi des dépenses pour l'entreprise de rénovation, dépôt des impôts trimestriels, correction des revenus mal classés, nettoyage des factures impayées, envoi de rappel. Chaque tâche était un travail pour lequel il aurait dû payer un professionnel, mais il me l'avait confié avec un haussement d'épaule et un « tu es doué avec les chiffres, n'est-ce pas ?» Pour ma mère, le registre montrait chaque fois que j'avais traité avec des portails d'assurance, reprogrammé des analyses, négocié avec un service de facturation, examiné un contrat de marque. Je me souvenais d'elle disant « Assure-toi juste que ce n'est pas une arnaque. » Je n'ai pas le temps de lire tout ça, tout en postant sur le fait de prendre le contrôle de sa vie dans la même phrase. Pour Sophie, les entrées étaient un patchwork des célébrations des autres et des siennes, élaboration du budget pour le mariage Johnson, correction des dépassements, création d'un calendrier de paiement pour les fournisseurs, refonte du budget du mariage de Sophie après changement de lieu. C'est moi qui savais quels acomptes étaient remboursables, lesquels ne l'étaient pas, et à quel point elle était proche de dépasser son budget. Pour Evan, la liste était une série de petites mais constantes urgences, suivies du prêt pour réapprovisionnement, calcul des chiffres pour la vente de crypto contre la conservation, paiement du minimum sur la carte de crédit depuis mon compte, enregistré comme prêt, date d'échéance le mois prochain. Chaque fois, il avait promis, je réglerai ça dès que je pourrai. Et chaque fois, le camp s'éloignait. En regardant tout ça, j'ai vu ce que j'étais vraiment pour eux. Pas une sœur, pas une fille, mais un système, un service gratuit, l'infrastructure invisible sous leur vie soignée. Sans moi, mon père devrait affronter le fisc seul. Ma mère devrait réellement lire les contrats qu'elle signait et suivre ses propres rendez-vous. Le mariage de rêve de Sophie aurait un vrai prix, qu'elle ne pourrait pas ignorer. Le prochain grand coup d'Evan se heurterait enfin au mur de la réalité au lieu de rebondir sur mon compte en banque. La pensée m'a effrayé et excité à la fois. Car si c'était vrai, alors je détenais plus de pouvoir que je ne m'étais jamais permis de le croire. Ils avaient appelé l'incendie du karma. Ils s'étaient tenus sur le trottoir et avaient ri pendant que ma maison s'effondrait. Et ensuite, ils avaient continué à m'utiliser comme si de rien n'était, comme si leur mot n'était que de la fumée. Je ne pouvais pas contrôler l'incendie qui a détruit mon duplex. Je ne pouvais pas changer qui ils ont choisi d'être cette nuit-là. Mais je pouvais contrôler l'accès à mes compétences, l'accès à mon temps, l'accès au filet de sécurité qu'ils en étaient venus à considérer comme leur droit. Alors, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être l'épine dorsale silencieuse de leur vie. J'en avais fini de sauver des gens qui ne m'auraient même pas offert une couverture de rechange alors que j'étais debout devant mes propres cendres. J'ai ouvert une nouvelle section dans le bilan familial et je l'ai intitulé plan de sortie. En dessous, j'ai noté les étapes comme si je rédigeais un projet pour le travail. Étape 1, identifier chaque compte, identifiant, abonnement et feuille de calcul que je touchais pour eux. Étape 2, leur transférer la propriété avec un préavis approprié et supprimer mon accès. Étape 3, arrêter de faire des prêts, quelle que soit l'histoire larmoyante. Étape 4, arrêter de résoudre des problèmes pour lesquels personne ne dit même merci. Il ne s'agissait pas de saboter quoi que ce soit. Je n'ajouterai pas d'erreur ni ne supprimerai de dossier. Je documenterai, je le rendrai et je m'en irai. Ils voulaient croire que l'univers m'avait puni pour m'être éloigné de ma famille. Très bien. Laissez-les voir ce qui se passe réellement quand je m'éloigne. Ils parlaient du karma comme d'un feu qui ne brûlait que les gens qu'ils n'aimaient pas. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on ne peut pas empiler toute sa vie sur quelqu'un d'autre et ensuite s'étonner que tout s'effondre à la seconde où cette personne se retire. Je n'ai pas commencé par tout faire exploser. J'ai commencé par un message dans le groupe de discussion familiale qui semblait presque anodin. « Salut », ai-je écrit, les doigts fermes sur mon téléphone. Je dois vous informer que je vais me retirer de la gestion de vos finances, de votre paperasse et de vos comptes. Au cours des prochaines semaines, je vais tout vous retransférer et supprimer mon accès. Je ne serai plus disponible pour régler les problèmes fiscaux, les budgets, les prêts ou les portails médicaux. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Après cela, vous devrez vous en occuper vous-même. J'ai regardé les bulles de frappe apparaître et disparaître.
Evan a été le premier. Lol. Quoi? T'es fâché ou quoi? Sophie a suivi. C'est à cause d'un mème? Allez, Rachel. Ma mère a envoyé, on peut en parler au dîner. Ne prends pas de grandes décisions par texto. Mon père est resté silencieux un long moment, puis a finalement écrit, fais ce que tu estimes devoir faire, mais souviens-toi que la famille doit être là les uns pour les autres. J'ai failli rire de celle-là. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste répondu, c'est ma façon de ne plus être là de cette manière. J'ai posé mon téléphone et je me suis mis au travail. Le lendemain, je me suis connecté au logiciel de comptabilité de mon père. J'ai exporté chaque rapport, j'ai rapproché ce que je pouvais et j'ai créé un document de synthèse simple, ce qui était dû, quand c'était dû, à qui il devait payer et quel formulaire devait aller au fisc. J'ai tout joint dans un email, avec des objets clairs et des instructions que même un étranger pourrait suivre. Ensuite, je suis allé dans les paramètres, j'ai changé l'email administrateur du mien au sien, j'ai supprimé mon propre accès et je me suis déconnecté. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré. Pourquoi est-ce que je viens de recevoir un email pour me connecter à ce truc, a-t-il texté. Parce que c'est le tien maintenant, ai-je répondu. Tout est à jour à ce jour. Après ça, tu devras le gérer ou engager quelqu'un. Il a répondu, tu exagères, comme si c'était un argument qui pouvait changer les identifiants de connexion. Avec ma mère, c'était plus compliqué, mais pas complexe. J'avais tous ces portails médicaux en favoris, tous les mots de passe enregistrés. J'ai parcouru et imprimé une liste de ses prochains rendez-vous, de toutes les factures en suspens et des instructions pour réinitialiser son propre mot de passe. Je lui ai tout envoyé par email avec « Voici tout ce dont tu as besoin pour gérer tes comptes de santé par toi-même. » Je supprime mon accès. Ensuite, j'ai désactivé tous les rappels sur mon téléphone qui disaient « Maman analyse ou maman suivi ». Quand elle a appelé ce soir-là, sa voix était tendue. « Pourquoi tu fais ça maintenant ?» a-t-elle demandé. « Tu sais que je déteste ça. » J'ai gardé un ton égal. « Parce que c'est ta santé, maman. Tu devrais être la seule à en être responsable. Tu parles tout le temps de prendre le contrôle de ta vie. Ça en fait partie. » Il y a eu une pause, puis un soupir frustré. « Tu dramatises pour une maison qui était assurée ?» a-t-elle lancé. J'ai failli lui rappeler les mots qu'elle avait choisis cette nuit-là, mais je me suis arrêté. On ne convainc pas les gens comme ça avec des souvenirs. On s'éloigne, simplement. Sophie l'a pris le plus mal. Tout son mariage existait sous la forme d'une série de contrats, de factures et de feuilles de calcul que j'avais touchées. J'ai ouvert son fichier de budget de mariage, je l'ai nettoyé une dernière fois et j'ai ajouté des notes dans les commentaires sur ce qui était payé, ce qui était en attente et quelle date ne pouvait pas être manquée. J'ai transféré toutes les chaînes de fournisseurs à son email avec « Tu voudras garder ça organisé. » Je me retire des conversations après ça. Ensuite, j'ai supprimé mon email des documents partagés et des listes de contacts des fournisseurs. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec son nom clignotant. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle dit, la voix haute et tendue. « Tu ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Le lieu de réception a besoin des chiffres définitifs. Le fleuriste attend le paiement. Je ne comprends rien à tout ça. Tu le sais. Tu es littéralement en train de saboter mon mariage en ce moment. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je me suis connecté à la dernière catégorie, le chaos d'Evan. J'ai sorti la feuille de calcul où j'avais suivi chaque euro que je lui avais avancé, chaque prêt à court terme qui s'était transformé en une blague à long terme. Le total m'a retourné l'estomac. Je l'ai exporté, je l'ai sauvegardé, puis j'ai tapé un simple texto, je n'envoie plus d'argent, jamais. Si joins une liste de ce que tu me dois déjà. Je ne te cours pas après. J'arrête juste d'en ajouter. Il a répondu presque instantanément, allez, Rach. Sois pas comme ça. Je suis sur le point de revendre cet inventaire et après ça ira. J'ai juste besoin d'un dernier pont. J'ai fixé l'écran, puis j'ai éteint mon téléphone pendant 1 heure. Quand je l'ai rallumé, il y avait d'autres messages, sérieusement ? Pour un incendie pour lequel tu as été indemnisé. C'est froid. Tu sais que je compte sur toi. La famille ne se coupe pas comme ça. L'ironie de cette phrase aurait été drôle si elle ne piquait pas autant. Au fur et à mesure que j'exécutais mon plan de sortie, pièce par pièce,
leurs réactions sont arrivées, confusion, agacement, culpabilisation sur la loyauté. Personne n'a dit « Nous sommes désolés d'avoir ri de toi ». Personne n'a dit « Nous avons eu tort ». Ils n'étaient pas contrariés par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient contrariés que je réponde enfin. En une semaine, les fissures ont commencé à apparaître. Papa m'a envoyé une photo d'un avis du fisc disant quelque chose sur des formulaires manquants et des pénalités. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il écrit. « C'est ce dont je te préviens depuis 2 ans », ai-je répondu. « Tu devras les appeler ou engager quelqu'un. Je ne suis pas ton comptable. » Sophie a fait exploser mon téléphone avec des captures d'écran de mails de fournisseurs s'accumulant dans sa boîte de réception, demandant des paiements et des confirmations. « Je ne sais pas ce que ça veut dire », a-t-elle écrit. « Dis-moi juste quoi répondre. » J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. Au lieu de ça, j'ai répondu « Tu dois lire tes contrats ou parler à ton organisatrice. » Je me suis retiré, tu te souviens? Ma mère a appelé un soir, en milieu de semaine, à bout de souffle. J'ai manqué un rendez-vous au laboratoire parce que personne ne me l'a rappelé, a-t-elle dit d'un ton accusateur. Ils m'ont facturé des frais. J'ai laissé le silence s'installer un instant. C'est frustrant, ai-je finalement dit. Tu devrais peut-être le mettre dans ta propre application de calendrier. Tout le monde oublie parfois. Quant à Evan, ses messages sont passés du charme à la colère. Merci. Maintenant, je ne peux pas réapprovisionner, a-t-il écrit. Tu me fous en l'air. Mais la vérité, c'est qu'il se mettait en l'air tout seul depuis des années. J'avais juste arrêté d'amortir la chute. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas envoyé de pic. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé mes repas bon marché et j'ai mis à jour le bilan familial une dernière fois. Sous le plan de sortie, j'ai coché chaque étape que j'avais terminée. À côté de la dernière case, j'ai tapé « Toutes les responsabilités restituées ». Puis j'ai ajouté une note sous l'incendie, 1 an plus tard, la seule chose que j'ai brûlée, c'est l'accès. C'était comme fermer une boucle que je n'avais pas réalisé être encore ouverte. Il s'était un jour tenu devant ma maison et avait regardé ma vie se transformer en cendres comme si c'était un divertissement. Maintenant, ils se tenaient au milieu de leur propre feu lent et invisible, allumés par des années de paresse et de sentiments de dû. Et la seule personne qui savait exactement comment l'éteindre ne répondait plus à leurs appels. Les appels n'ont pas diminué une fois que je me suis retiré, ils se sont multipliés. Au début, c'était de petites choses, comme mon père qui transférait un autre avis du fisc avec un « ça a l'air grave. Peux-tu juste m'expliquer au téléphone ?» Quand j'ai répondu, je t'ai dit que je ne m'occupais plus de ça. Tu as besoin d'un comptable, il a plutôt appelé. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal disant qu'après de tout ce qu'il avait fait pour moi, je pouvais au moins décrocher pour expliquer quelques chiffres. Il n'a jamais mentionné la nuit de l'incendie. Les messages de Sophie sont passés de l'exigence à la panique. Le lieu de réception dit que si je ne paie pas le solde avant vendredi, je perds la date, a-t-elle écrit. Le photographe veut un deuxième paiement, et je pensais que c'était déjà couvert. Ces contrats n'ont aucun sens. C'est littéralement ce que tu fais. Pourquoi tu m'abandonnes? J'ai fixé le mot « abandonner » pendant un long moment. C'était presque drôle. La personne qu'ils avaient abandonnée sur un trottoir devant une maison en feu était maintenant accusée de les laisser tomber. Le ton de ma mère a également changé. La voix de l'influenceuse a été remplacée par quelque chose de plus brut lorsqu'elle a appelé tard un soir, et que j'ai accidentellement répondu avant de voir son nom. Rachel, a-t-elle dit, et il n'y avait aucune caméra à proximité, j'ai manqué un autre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous en même temps pour un contrat de marque et un suivi chez un spécialiste, et le cabinet du médecin m'a facturé pour l'annulation de dernière minute. Le portail de l'assurance est un désastre. Je n'arrive pas à suivre tout ça. J'ai pris une inspiration. Tu peux le faire, dis-je doucement. Tu devras le faire. Tu parles tout le temps de prendre le contrôle de ta vie. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis sa voix s'est durcie. C'est ridicule. Tu nous punis parce que ton appartement a brûlé et que tu as reçu une indemnisation de l'assurance. Tu gardes rancune. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Non, ai-je dit, je réagis à la façon dont vous m'avez traité lorsque ma vie était en feu. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer ça en un discours sur le pardon pour le bien de ses abonnés. Evan a été le premier à craquer.
Il m'a acculé à l'extérieur d'un café près de mon bureau, se mettant devant moi alors que je sortais avec ma boisson. « Tu ne vas vraiment pas m'aider ?» a-t-il dit, les yeux écarquillés comme s'il ne pouvait toujours pas croire que je le pensais vraiment. « J'ai des stocks dans mon salon et pas d'argent pour les revendre. Si je ne vends pas bientôt, c'est fini pour moi. Tu le sais. » J'ai changé ma tasse de main et je l'ai regardé. « C'était fini pour toi le jour où tu as décidé que mon portefeuille faisait partie de ton modèle économique, » ai-je dit. « Je ne suis pas ton investisseur. Je suis ta sœur. » Il a ricané. Les sœurs s'entraident. Tu te la joues nouvelle parce que tu as eu un mauvais mois. J'ai pensé à la fumée dans mes poumons, au plafond de l'hôtel, à la page notion pleine de toutes les fois où je l'avais sauvé de ses propres choix. Je n'ai pas eu un mauvais mois, Evan, ai-je dit. J'ai eu un incendie et une famille qui l'a traité comme du contenu. Et ce n'est pas nouveau. C'est moi qui rattrape enfin la réalité. Sa mâchoire s'est crispée. Tu regretteras ça quand personne ne sera là pour toi, a-t-il jeté par-dessus son épaule en s'éloignant. L'ironie flottait lourdement dans l'air entre nous. Les semaines se sont transformées en quelques mois, et les conséquences de mon plan de sortie ont commencé à s'accumuler de leur côté de la barrière. Mon père a perdu un client de longue date après avoir manqué un renouvellement de licence qu'il comptait toujours sur moi pour signaler. Ma mère a posté moins souvent, puis a commencé à faire des allusions vagues à des problèmes de santé et au stress, en évitant soigneusement le fait que la moitié du stress provenait des frais de retard et des rendez-vous manqués qu'elle me transférait autrefois. Le mariage de Sophie, celui qu'elle avait organisé sur des tableaux Pinterest et des planches d'inspiration pendant des années, s'est discrètement transformé d'un grand événement de salle de bal à une cérémonie plus petite dans un jardin pour une ambiance intime seulement. Je connaissais assez bien son budget pour reconnaître la manœuvre. Il y avait des fournisseurs qu'elle ne pouvait plus se permettre car les calendriers de dépôt avaient été ignorés. Elle m'a envoyé un dernier message la semaine où elle a réduit la voilure, « Tu as gagné », a-t-elle écrit. Mon mariage est gâché. J'espère que tu es heureuse. J'ai tapé et effacé mes 3 premières réponses. Puis j'ai finalement répondu, je ne gagne pas parce que ton mariage est plus petit, Sophie. Je gagne parce que j'ai arrêté de te laisser me traiter comme un outil au lieu d'une personne. Si tu voulais mon aide, tu aurais dû agir comme si j'avais de l'importance avant que tout ne s'effondre. Elle n'a jamais répondu. Ma mère a essayé une autre approche. Elle s'est présentée à mon studio un soir, sans prévenir, les yeux déjà brillants. Rachel, nous devons parler, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Ton père est stressé. Ton frère a des difficultés. Ta sœur est humiliée. Cette famille s'effondre. C'est ce que tu voulais. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés dans le couloir, sous la faible lumière jaune. Non, ai-je dit. Ce que je voulais, c'était une famille qui ne rit pas quand ma maison brûle. Son visage s'est durci. Nous avons mal géré ça, a-t-elle dit rapidement, comme si elle chassait une mouche. Mais s'accrocher à une nuit pendant si longtemps, laisser ça tout détruire. C'est de ta faute. Tu choisis de laisser l'amertume brûler cette famille jusqu'aux fondations. J'ai senti la colère monter, chaude et vive. Mais j'ai aussi senti quelque chose de plus stable derrière. Tu appelles ça de l'amertume, ai-je dit. J'appelle ça des limites. Je n'ai pas mis le feu à mon duplex. Je ne t'ai pas fait poser devant. Je n'ai pas posté de citation sur le fait de laisser partir l'énergie toxique 1 an plus tard. C'était toi. Tout ce que j'ai fait, c'est me retirer d'un rôle que je n'ai jamais accepté, ta comptable, thérapeute, assistante et bouc émissaire non rémunéré. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par le mot. Bouc émissaire? Oui, ai-je dit. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, c'était de ma faute parce que j'avais déménagé, parce que j'avais dit non, parce que je ne jouais pas le jeu de l'histoire de la famille parfaite. Quand l'univers t'a donné un incendie, tu as décidé que c'était la preuve que j'étais maudite, pas un signal d'alarme sur la façon dont tu traites les gens. Je ne porte plus ça pour toi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait réellement s'excuser. J'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression, mais ensuite elle a redressé les épaules comme si elle était de nouveau devant une caméra. Un jour, tu regretteras de nous avoir repoussés, a-t-elle dit. La famille, c'est tout ce qu'on a à la fin. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que c'était peut-être vrai pour certaines personnes, mais ce n'était pas vrai pour moi. La famille n'était pas tout ce que j'avais. J'avais un travail que je faisais bien, des amis qui prenaient de mes nouvelles sans avoir besoin d'une crise pour se sentir proche, et un petit appartement calme qui était à moi,
avec une serrure qu'ils ne contrôlaient pas. J'avais mon propre nom, ma propre vie, mon propre bilan, enfin séparé du leur. À la fin, dis-je calmement, tout ce qu'on a vraiment, c'est la façon dont on a traité les gens qui nous faisaient confiance. C'est ça qui revient. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, et je me suis appuyé contre elle un moment, sentant mon cœur battre. C'était la dernière grande confrontation. Après ça, le bruit s'est calmé. Les textos sont devenus moins fréquents. Les appels ont fini par cesser. Les anniversaires sont passés sans message d'un côté comme de l'autre. Sur les réseaux sociaux, les carteurs se sont réinventés sans moi, des dîners plus petits, apprendre à accepter les saisons désordonnées, un mariage simple et sincère entouré de ceux qui comptent le plus. Derrière chaque légende, je pouvais lire les pièces manquantes, mais ce n'était plus mon travail de les combler. Dans ma propre vie, les choses sont devenues plus calmes et meilleures. Je gérais mon propre argent, pas le leur. J'économisais pour des choses que je voulais. J'ai pris un week-end sans demander la permission à personne ni essayer de réorganiser le chaos de quelqu'un d'autre. J'utilisais toujours le bilan familial, mais j'ai changé le nom en haut pour mon bilan. Les anciennes entrées sont restées comme un rappel de ce que j'avais porté. Les nouvelles entrées suivaient des choses différentes, des séances de thérapie, des kilomètres parcourus, du temps passé avec des gens qui ne me demandaient pas de me faire petite pour les mettre à l'aise. Les gens en ligne adorent les histoires de vengeance où le méchant finit fauché, exposé aux suppliants en public. Mais la vraie vengeance dans mon histoire, ce n'était pas de voir ma famille s'effondrer. C'était de les voir enfin affronter les conséquences d'une vie bâtie sur le sentiment de Dieu et l'image, sans que je tienne discrètement tout ensemble en coulisses. C'était de savoir que lorsque leur monde a commencé à brûler, ce n'était plus moi qui tenais l'extincteur. Si vous avez déjà été la personne sur qui tout le monde s'appuie jusqu'à ce que vous craquiez la responsable, la forte, la maudite qui se fait toujours blâmer d'une manière ou d'une autre, je veux que vous entendiez clairement cette partie, vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit d'arrêter de résoudre les problèmes des gens qui rient quand c'est vous qui êtes en difficulté. Vous avez le droit de poser des limites, même avec le sang, surtout avec le sang. Ma mère a ri quand ma maison a brûlé. 1 an plus tard, leur monde a commencé à s'effondrer sans moi. Non pas parce que j'y ai mis le feu, mais parce que j'ai arrêté d'éteindre des flammes que je n'avais pas allumées. C'est à ça que ressemblait vraiment le karma dans ma vie, non pas l'univers me punissant pour m'être éloigné de ma famille, mais l'univers les laissant enfin sentir ce que c'est que de vivre sans la personne qu'ils tenaient pour acquise. Et pour la première fois, je n'étais pas dans la fumée. Je la regardais à distance de sécurité, respirant de l'air pur, enfin.